Avril 1945. L'armée rouge écrase les lignes de défense autour de Prague. Le grondement de l'artillerie soviétique fait trembler les vitres du domaine de Panenskié-Brejany. Lina n'a pas peur, elle agit. Elle égorge personnellement son bétail. Le sang chaud gicle sur le pavé. Elle empile des bocaux de viande en conserve dans ses lourdes malles. L'odeur féreuse du sang frais se mêle au parfum lourd de la graisse figée. Elle serre la main de ses domestiques. Elle leur promet de généreuses retraites, des mots vides. Puis, elle fuit vers la Bavière. Elle échappe aux tribunaux. Comment la veuve d'un bourreau a-t-elle forcé le gouvernement ouest-allemand à la payer pour la mort de son mari? Elle a simplement qualifié l'Holocauste d'opération militaire. Le cynisme absolu. L'architecte des chambres à gaz était mort. Sa femme exigeait réparation. Et l'État a cédé. Les impôts des citoyens ordinaires ont financé le confort de la veuve. Une récompense financière pour les mérites meurtriers d'un monstre. La justice avait pourtant essayé de frapper. En 1948, un tribunal tchèque la condamne à la prison à vie. Une simple illusion de justice. Les Britanniques refusent son extradition. Les commissions de dénazification la blanchissent totalement. Pas de procès, pas de cellule, une impunité totale. Lina contre-attaque immédiatement. Elle poursuit l'Allemagne de l'Ouest en justice pour obtenir son argent. Elle fait appel. Elle gagne. Sur l'île de Fehmarn, elle ouvre tranquillement une auberge. Les anciens nazis s'y rassemblent pour trinquer au bon vieux temps. La pension de la veuve égalait le salaire d'un ministre-président, et elle l'a perçue cyniquement chaque mois jusqu'à sa mort à 74 ans. En 1976, elle publie un livre de mémoires intitulé « La vie avec un criminel de guerre ». Un titre purement sarcastique pour cracher au visage du monde. Le 14 août 1985, Lina meurt sans avoir prononcé un seul mot de regret. Cette cruauté glaciale ne datait pas de la chute du Reich. Elle s'était révélée dans toute son horreur bien plus tôt. Le 24 octobre 1943, le jour de sa plus grande tragédie personnelle, Klaus a 10 ans. Il fait du vélo avec son frère, Heider, près des grilles du domaine. Les portes sont grandes ouvertes. Klaus s'élance sur la route. Un camion le percute violemment. L'enfant gît au sol. Le premier à se précipiter pour secourir le garçon renversé fut un médecin juif, un prisonnier. Il applique les premiers soins. Il tente l'impossible. Mais Klaus meurt dans l'après-midi. La gratitude n'existe pas chez l'épouse du bourreau. En réponse, la mère ordonna de fusiller le chauffeur et interdit aux Juifs de creuser la tombe. La première fosse était pourtant déjà prête. Mais la nuit précédant les funérailles, le fanatisme aveugle étouffe le deuil maternel. Un enfant arien ne peut reposer dans une terre ouverte par des sous-hommes. Le métal des pelles grince lourdement dans l'obscurité glaciale précédant l'aube. Des soldats allemands retournent frénétiquement la terre pour creuser une nouvelle sépulture. Il faut effacer la moindre trace des mains juives. Le dogme racial venait de pulvériser l'instinct humain le plus basique. Au matin, la tristesse laisse place à la folie meurtrière. Lina exigea l'exécution immédiate du chauffeur du camion et de tous ses passagers. Hitler lui offrit personnellement ce contrôle absolu sur des centaines de vies. Une simple compensation pour la mort de son mari. Pourquoi la veuve d'un haut dignitaire aurait-elle besoin de son propre camp de concentration? Pour transformer le domaine en une plantation rentable. Elle ordonna de raser le somptueux parc anglais de Jungfernbreschan. Elle vendit le bois rare. Elle sema des champs entiers de pommes de terre pour approvisionner l'armée. Pour cultiver cette terre, elle bâtit un camp de concentration miniature. C'était un système esclavagiste classique. Chaque pfennig tiré de la vente aux soldats allemands allait directement dans sa poche. 150 prisonniers juifs de Theresienstadt s'entassaient dans les anciennes écuries du manoir. Ils travaillaient jusqu'à l'épuisement, le ventre vide. Lina observait son royaume depuis la fenêtre de sa luxueuse résidence. Le laiton froid des jumelles pressait contre ses yeux. Elle scrutait les haillons sales des détenus en contrebas. Elle repérait un homme vacillant. Elle descendait dans la cour. Elle marchait droit vers lui. Elle le frappait personnellement au visage. Ses gardes SS fouettaient tous ceux qui ralentissaient la cadence. La veuve se contentait de cracher sur les blessés. En février 1944, la SS vida les écuries. Les Juifs repartirent vers d'autres camps.
L'administration réclama le paiement de leur travail. Lina refusa de verser le moindre centime. Le conflit s'éternisa. Heinrich Himmler régla finalement la facture sur ses deniers personnels. Mais la plantation manquait de bras. La veuve harcela la direction SS pour obtenir de nouveaux esclaves en provenance de Flossenbürg. Elle arracha un transfert de témoins de Jéhovah. Ils étaient 15. Lina bâtit cet empire de la cruauté sur les os des prisonniers de Theresienstadt. Mais la mécanique du cauchemar a basculé le matin fatal du 27 mai 1942 dans une Prague occupée. Avant de régner sur ce domaine d'esclaves, elle a forgé l'arme parfaite. Elle a bouclé la valise de son mari de ses propres mains. Elle l'a poussé vers la SS. Une Mercedes noire décapotée glisse dans les rues silencieuses. Reinhard Heydrich défie le danger. Au printemps, la capitale tchèque étouffe sous une terreur sanglante. Heydrich broie la résistance sur ordre direct d'Hitler et gagne avec fierté le surnom de boucher de Prague. Il roule sans escorte, sans blindage, l'arrogance absolue. Cet homme a froidement planifié l'extermination des Juifs d'Europe. Il se croit invincible sur ces terres. Mais le véritable marionnettiste opère dans l'ombre. Reinhard ignorait la politique. Lina a dicté l'avenir. Elle a exigé son adhésion au parti nazi. Elle a nourri ses ambitions de sang. Elle a pris un officier à la dérive et a sculpté le pire bourreau du Reich pour garantir sa propre cour. La mort le frappa instantanément. Opération Anthropoïde, 27 mai 1942, Prague. La Mercedes décapotable verte ralentit dans l'épingle à cheveux. Joseph Gabčík lève sa mitraillette Sten. Il presse la détente. L'arme s'enraye. Pas un tir. Jan Kubiš surgit. Il lance une grenade anti-char sous le véhicule. L'explosion déchire l'acier. Des éclats brûlants perforent le corps de Reinhard Heydrich. Comment s'est terminée la vie de l'architecte de l'Holocauste? Par de la ferraille sale et une semaine d'agonie sur un lit d'hôpital. Une chambre confinée de l'hôpital Bulovka. L'odeur du sang pourri sature l'air. Une infection foudroyante ronge ses tissus. La crasse incrustée empoisonne ses veines. Il hurle de douleur. Le bourreau rend son dernier souffle le 4 juin 1942. Ce carnage sur l'asphalte obéissait à une logique implacable. Un final inévitable, acté dès septembre 1941. Hitler exigeait alors un monstre pour broyer la résistance tchèque. Heydrich a pris la place. La famille s'installe au château de Panenské Břežany, un domaine volé. Lina exulte. Elle vit un conte de fées au milieu des cadavres. Le protecteur déclenche la machine. Les tribunaux prononcent 342 condamnations à mort en 2 mois. C'est presque 6 exécutions par jour, chaque matin, sous sa signature personnelle. C'était l'aboutissement macabre d'un projet tracé des années plus tôt. À l'époque où ils posaient ensemble les premières briques de la Gestapo. Lina ne pleura pas devant la nation. Enceinte, elle ignora les funérailles officielles et accoucha de leur enfant loin de la tombe de son mari. Mais cette agonie pragoise n'était que le résultat inévitable de la machine répressive. Reinhard l'avait définitivement verrouillé dès 1936, en s'emparant du contrôle absolu de la Gestapo. Chaque tortionnaire du Reich obéissait désormais à ses ordres. Et Lina savourait cette domination. Des domestiques, des villas de maîtres, un luxe absolu. On imagine souvent une épouse de dignitaire aveugle et prudemment éloignée de la politique d'État. La réalité fut exactement inverse. Lina se gorgeait d'arrogance. Elle méprisait les autres épouses du parti. Elle raillait ouvertement Margaret Himmler, la propre femme du commandant suprême. Lina la trouvait pauvre, banale, sans aucune envergure. Puis le pays bascula. Le 9 novembre 1938 déclencha la tristement célèbre Nuit de cristal. Le fracas des vitrines brisées et les hurlements déchiraient les rues d'Allemagne. Les milices incendièrent les synagogues. Mais dans les salons feutrés où Lina se reposait, le silence restait total. Reinhard orchestrait lui-même cette méthode de terreur. En une seule nuit d'émeutes planifiées, les bourreaux nazis assassinèrent 91 juifs. Pendant ce carnage national, Lina garda fermement sa place juste derrière son mari. Cette soif de sang ne date pas des pogroms de novembre. Elle purulait bien avant. Heydrich construisait méticuleusement son arme, le SD, le nouveau service de sécurité. Au départ, ce département n'était qu'un modeste bureau d'amateurs d'espionnage.
Mais en janvier 1933, le réseau change de dimension et engloutit le parti avec des milliers d'agents infiltrés. L'Allemagne bascule dans les ténèbres. Que ressent une épouse quand son mari torture des hommes? Lina écrivait à ses parents des lettres remplies d'une joie pure. En avril 1933, Heydrich devient le bras droit de la police politique en Bavière. La terreur devient officielle. Lina prend la plume pour informer sa famille restée sur l'île de Fehmarn. Elle ne décrit pas des procédures administratives, elle raconte la chasse. Les escadrons frappent la nuit, ils arrachent les opposants de leur lit. Le papier conserve l'horreur intacte. Elle détaille le calvaire d'un ministre, tremblant de peur en chemise de nuit. Les SS rient aux éclats. Ils écrasent les orteils de cet homme en chaussettes avec les talons cloutés de leurs bottes militaires. Puis elle raconte le supplice d'un juif nommé Louis. Les soldats le battent à coups de fouet pour chien. Ils le dépouillent de ses souliers. Louis est forcé de marcher pieds nus sur les pavés froids sous l'escorte de la garde noire. La violence ne l'écœurait absolument pas, elle en jubilait. Toute la mécanique d'extermination, née en 1933, n'aurait jamais vu le jour sans un simple bagage. Comment un officier apolitique a-t-il pu intégrer l'élite de la SS? Sa fiancée ambitieuse l'a littéralement poussé vers la sortie. Lina a bouclé une valise de ses propres mains, au mépris d'une rencontre annulée, franchissant ainsi un point de non-retour absolu. Karl von Eberstein, un ami de la famille, avait organisé un face-à-face décisif avec Heinrich Himmler. Mais le chef suprême a soudainement annulé l'entretien. Heydrich voulait tout abandonner, pas Lina. Elle a balayé cet échec avec une rage écrasante. Elle a jeté les chemises de son fiancé dans une malle. Les lourds verrous métalliques ont claqué dans un bruit sec. Elle l'a chassé de l'appartement. Elle l'a mis de force dans un train pour Munich. Août 1931. Eberstein récupère le candidat sur le quai bavarois et le conduit directement au quartier général nazi de la Maison Brune. Himmler dévisage ce colosse aux yeux de glace, le cliché arien incarné. Il lui demande de structurer un véritable réseau d'espionnage interne. Heydrich s'assoit. Il dessine un organigramme complet en 20 minutes. L'ironie frappe de plein fouet. Heydrich n'avait absolument aucune expérience dans le renseignement militaire. Il a improvisé ce plan redoutable de toutes pièces, en s'appuyant uniquement sur les intrigues des romans d'espionnage britanniques qu'il lisait en cachette. L'esbrouf a parfaitement fonctionné. Himmler l'a embauché le jour même pour endosser l'uniforme noir. 4 mois plus tard, le 26 décembre 1931, le couple s'avançait vers l'autel de la petite église de Grossenbrod. Ce mariage a engendré 4 enfants. Lina a façonné un monstre. Elle baignait dans le fanatisme radical depuis la fin des années 20. Son instrument de mort idéal fut un lieutenant de la marine totalement brisé, dont l'existence a volé en éclats en avril 1931. Comment un brillant officier de la flotte d'élite s'est-il transformé en paria sans emploi et sans un sou en poche? L'Allemagne de l'époque s'effondrait. Près de 5 millions de chômeurs survivaient péniblement dans les rues. Sans la moindre formation civile, un militaire radié avec déshonneur affrontait la famine certaine. Heydrich n'avait plus rien. Lina a ramassé cet homme en ruine. Revenons 4 mois en arrière. Le 6 décembre 1930. Le brouhaha ininterrompu des voix et les cuivres de la musique saturaient la piste de danse bondée du club d'aviron de Kiel. La jeune femme croise Reinhard Heydrich, arrogant, froid, séducteur compulsif. L'attraction frappe instantanément. Seulement 12 jours ont suffi pour lier leur destin et craquer l'allumette qui allait incendier l'Europe. Le 18 décembre 1930, les amants officialisent leurs fiançailles. Mais le lieutenant dissimulait un détail critique. Il avait déjà juré fidélité à une autre femme. Le père de cette dernière refusait l'humiliation. Ce haut gradé a poussé la porte du grand amiral Erich Raeder pour exiger réparation. Le tribunal d'honneur s'est réuni. Les juges ont fixé l'accusé. Les lettres et les preuves s'étalaient sur la table. Face à la cour, le psychisme de Heydrich a totalement craqué. Son masque a fondu. Pour sauver sa peau, l'officier a sali la jeune fille et tenté de la rendre seule responsable de la situation. Les magistrats ont observé cette dérobade avec un dégoût viscéral. Le commandement suprême l'a reconnu coupable de conduite indigne. L'état-major a rayé son nom des cadres de la flotte et lui a définitivement interdit le port de l'uniforme. 4 ans avant la disgrâce absolue de son futur fiancé. Dès 1927, Lina amorçait sa propre vertigineuse descente dans le fanatisme. Le guide de cette chute s'appelait Hans.
son frère aîné. Il portait déjà la chemise brune de la SA, les brutes de rue d'Hitler. Il rentrait à la maison le regard brûlant. Il décrivait avec une fierté sauvage le crissement du verre brisé. Les vitrines des magasins juifs fracassaient en plein jour sous les bottes de ses camarades. Hans injectait ses visions de terreur purificatrice directement dans l'esprit de sa jeune sœur. Elle venait de s'installer dans la ville portuaire de Kiel pour y suivre une banale formation d'enseignante. Mais la milice forgeait sa véritable éducation. Puis vint le choc psychologique, un rassemblement de masse. Adolf Hitler en personne a pris la parole. Lina écoutait. Ce n'était pas de la politique, c'était une transe, une extase religieuse foudroyante. Les mots du tribun frappaient la foule, et la conscience de la jeune femme s'est verrouillée sur une certitude absolue, sans aucun retour possible. Nous étions en 1929. La République ignorait encore le danger. Lina, elle, a franchi la ligne. Elle a signé les registres d'adhésion et a récupéré son carnet officiel du parti, marqué du numéro 1 201 380. Ce matricule du parti n'avait rien d'un hasard. C'était l'aboutissement glacial d'une éducation forgée dans l'isolement total. Sur l'île de Fehmarn, d'où venait cet antisémitisme brûlant et cette haine de la République dans la tête d'une petite fille? La réponse se trouvait dans le sang et la misère. L'île de Fehmarn n'était qu'un morceau de terre balayé par les vents dans la mer Baltique. Ce vide géographique a créé un huis clos toxique. Les habitants y ont macéré pendant des années, nourrissant leurs propres fantasmes sur la prétendue trahison de l'Allemagne après le traité de Versailles. Le père, Jürgen, incarnait cette fracture. Aristocrate de naissance, instituteur de village par nécessité, la pauvreté écrasait son rang social. Cette équation brutale a engendré un nationalisme féroce au sein du foyer, une rancœur absolue contre le monde entier. La famille partageait un dîner maigre dans la maison de l'instituteur rural. Les assiettes restaient presque vides. Mais la voix du père résonnait, ressassant sans cesse la grandeur passée de la nation allemande. L'amertume de la Première Guerre mondiale dévorait chaque conversation. Personne n'imposait cette haine de l'extérieur. Les parents la servaient avec le pain quotidien. C'est dans ce ressentiment perpétuel, au milieu d'une arrogance empoisonnée par l'échec, que tout a commencé. Lina Mathilde von Osten est née le 14 juin 1911.